Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée à une sortie. Corsair complète sa gamme Crystal avec l'arrivée du 280X. Deux versions, une version RGB que vous avez devant les yeux et une version non RGB. Deux coloris disponibles, noir ou encore blanc. La version la plus évoluée est annoncée à 179,90 € et la version de base à 119,90 €. Ce boîtier va s'attaquer au petit PC de type micro ATX. On a une architecture assez généreuse qui va permettre de mettre des cartes graphiques imposantes ou encore de passer à du water cooling. Une architecture qui est compartimentée, donc non pas de manière verticale mais horizontale. On va retrouver également une généralisation du verre trempé et bien sûr un rétroéclairage qui est personnalisable au travers d'une petite application sous Windows. Donc cours d'horizon de ce Crystal série 280X en version RGB. Ce Crystal 280X, donc version RGB, est un petit boîtier. Il va s'attaquer au micro ATX. Alors on a un boîtier assez trapu, il ne travaille pas en hauteur mais plutôt en largeur avec une assise assez importante. On a également de manière externe une distinction bien claire et bien nette entre les deux chambres que propose l'architecture. La chambre principale qui va accueillir donc la carte mère, la carte graphique, le ventirad, mais également les deux ventilateurs qui seront en charge donc de brasser l'air. Et ici on va retrouver au niveau du revêtement externe du verre trempé qu'on va avoir à l'avant, sur le haut ou encore au niveau latéral. Et la deuxième partie du boîtier est en blanc, donc ici c'est une finition plastique et ça va cacher de manière externe cette seconde chambre qui va être dédiée à l'alimentation et aux différentes unités de stockage. Ce boîtier donc est accompagné de deux ventilateurs de base, un à l'avant et l'autre est sur le haut. Ce sont des solutions LL120 donc présentant ce fameux rétroéclairage assez visible. Donc vous pouvez constater, donc on a ici du RGB au niveau donc de l'anneau central mais également au niveau de la périphérique des deux ventilateurs. Et tout ceci bien sûr personnalisable. Au niveau de la connectique, elle se présente sur le haut. Ici c'est du classique, deux ports USB 3 identifiés par des connecteurs bleus. On récupère également des classiques jack audio, micro casque, un bouton power rétroéclairé en blanc et un petit bouton reset qui permet donc de redémarrer sa machine. Côté design, c'est très sobre, on a juste un petit logo sur le bas, ici Corsair, et on a un montant présentant ici différentes ouvertures, ça pour pouvoir laisser respirer le ventilateur avant. Au niveau de la filtration, elle est totale au niveau de toutes les entrées, aussi bien au niveau de l'avant, du haut, sur le bas et au niveau du bloc d'alimentation. Donc l'architecture, comme je vous le disais, est très épurée. Tout ce qui est unité de stockage a été déporté à l'arrière. On travaille donc sur le fameux direct airflow du constructeur, donc avec absolument rien qui vient obstruer le passage de l'air à l'avant pour que le ventirad ou encore la carte graphique puisse profiter d'air frais. Juste avant qu'on découvre en détail donc les possibilités de l'engin, petite remarque au niveau de la fenêtre. Donc ici on est bien sûr sur du verre trempé, elle est légèrement fumée comme vous pouvez le constater. Et au niveau de la fixation, on travaille avec des vis à main. Par contre au niveau du bundle, le Corsair propose également du scipan avec une clé. Donc ça c'est pour pouvoir améliorer le rendu selon votre type de bureau. Par contre petite remarque, faites bien attention quand vous démontez la fenêtre puisqu'il n'y a pas de système qui vient la retenir. Donc lorsque vous enlèverez la dernière vis, et la fenêtre risque de tomber. Comme c'est du verre, attention. L'architecture propose 300 mm au niveau de la carte graphique, donc vous pouvez quand même installer un petit monstre. Et au niveau de la hauteur du ventirad, on peut passer sur du format tour avec 150 mm. Et le bloc d'alimentation qui est positionné à l'arrière, lui va profiter de 180 mm. De base, le boîtier est accompagné de deux ventilateurs de 120 mm, ce sont des LL120 RGB, bien sûr, il est possible de faire évoluer le système. On peut installer au niveau du boîtier jusqu'à 6 ventilateurs, 2 l'avant, 2 sur le haut et 2 sur le bas en 120 ou 140. Par contre, attention sur le bas, il faudra travailler ici avec du mini ITX. On peut également installer du water cooling, 240 mm de disponible à l'avant. Ici, c'est pour du radiateur et on peut installer du 240 ou encore du 280 sur le haut. On retrouve 4 slots PCI perforés avec équerre et petit système manuel permettant de fixer la carte graphique. Donc du coup là on n'a pas besoin d'outils pour consolider le tout. Et cette idée de simplifier le montage se retrouve également au niveau des fixations pour les SSD et les disques durs. On va regarder tout ça tout de suite.
d'alimentation, les différentes unités de stockage. Le bloc d'alimentation se positionne à la verticale, ventilateur de ce côté-là. Pourquoi? Tout simplement pour profiter de cette fameuse grille d'aération qui est présente sur le panneau latéral en métal. Petite vis à main au niveau de la fixation. Et en plus, bonne idée, elle ne s'enlève pas. Et on retrouve également, je vous en parlais tout à l'heure, des fameux filtres magnétiques qui se collent directement. À l'intérieur, on va pouvoir installer pas mal de petites choses, deux cages, une dédiée au format 3,5 pouces, ici on peut installer deux disques durs, et la deuxième qui est consacrée aux 2,5 pouces principalement SSD. Dans les deux cas, on retrouve un montage sans outils, alors ça touche aux différents paniers, donc là on a un petit système de loquet, mais également à la fixation des unités dans les paniers. Ici, pas besoin de tournevis, petit picot utilisant les différents trous où normalement on met des vis, et on insère le tout jusqu'à un clip et c'est joué. Et ces deux cages HDD sont également amovibles, vous pouvez les démonter du boîtier en cas de besoin. Côté câble management, c'est assez bien pensé, on arrive à un résultat convaincant assez rapidement. Ici, j'ai un peu plus de faisceaux que nécessaire, c'est volontaire, c'était pour pouvoir mettre un petit peu à l'épreuve le boîtier. Et on va retrouver également dans cette seconde chambre, sur le bas, donc le fameux module qui va vous permettre de piloter le rétroéclairage. Deux composants, un composant où on va mettre donc les faisceaux RGB des deux ventilateurs. Ici, on a jusqu'à 6 canaux de disponibles, et le deuxième composant qui vient se connecter à une entête USB 2 de votre carte mère pour établir la communication avec l'application sous Windows. Dernière petite remarque, cette seconde chambre par contre est malheureusement pas ventilée, donc on n'a pas de ventilateur dédié, et comme on va le voir au niveau des résultats, attention ici aux composants que vous utilisez, puisque si on utilise des disques durs assez véloces qui ont tendance à chauffer, on va vite se rendre compte que la température monte. Au niveau des performances de refroidissement, donc on a deux ventilateurs, un à l'avant qui apporte de l'air frais, l'autre sur le haut qui va expulser l'air chaud vers l'extérieur. Ici, je vais aller droit à l'essentiel, on va parler que du 12 volts. Ici, on a un boîtier qui propose donc de manière externe un revêtement agréable en verre trempé au niveau latéral haut et face avant. Par contre, ce verre trempé a tendance à étouffer la circulation de l'air, et donc du coup la chaleur a du mal à partir vers l'extérieur. Alors comment on s'en est rendu compte? Tout simplement, on a démonté le panneau donc du haut pour pouvoir accéder au filtre magnétique. On a continué avec notre configuration à plein régime, et là on s'est rendu compte qu'on avait une chute assez conséquente des différentes températures. En l'état, comme ceci, ici avec une configuration à plein régime, on a un processeur qui se stabilise à 72 degrés, une carte graphique à 94 et une carte mère à 61 degrés. Et on a une température interne dans cette chambre principale de 47,6 degrés. Et le fait d'enlever donc juste le panneau du haut, alors là on a une baisse conséquente des températures des différents composants. Le processeur chute à 65 degrés, la carte graphique à 84, la carte mère à 53. Et là, on a un effondrement de la température interne du boîtier qui passe à 25,3 degrés. Concrètement, ici, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas fonctionner d'abord avec un Ventira de type Top Flow comme je l'ai fait. Je suis obligé d'utiliser ce type-là puisque c'est une configuration de référence. Ça nous permet de comparer les résultats avec d'autres boîtiers. Donc ici, passez sur du format tour. Pourquoi? Vous profiterez directement du ventilateur supérieur. Ensuite, essayez de privilégier donc des composants qui ont tendance à pas trop chauffer ou renforcer la ventilation, l'apport d'air frais et son extraction. Deuxième petite remarque, c'est sur la seconde chambre, donc qui va être dédiée aux différentes unités de stockage. Alors ici, je l'ai dit, on n'a pas de ventilateur dédié, et donc du coup ça se ressent parce qu'avec des deux ventilateurs en 12 volts, donc à plein régime, et notre configuration fonctionnant au maximum, on a une température disque dur qui est vraiment élevée, 57 degrés, et un SSD qui se stabilise à 51 degrés. Donc du coup, si vous utilisez des disques durs, il devient impératif de ventiler cette chambre. Heureusement, Corsair a prévu le coup, puisqu'on va avoir au niveau latéral un emplacement pour un ventilateur de 120 ou 140 mm. Le montage est assez rapide, 4 petites vis à positionner. Par contre, il faut faire attention à deux choses, au sens de circulation de l'air, et la deuxième chose, c'est au niveau du câblage, pour éviter qu'il touche ces différentes pales. Donc collez bien le câblage au niveau du plateau à carte mère. Côté nuisance sonore, alors en 5-7 volts, la ventilation du boîtier est totalement inaudible. Alors quand je dis totalement, elle s'entend légèrement, mais c'est vraiment un léger souffle, ça monte à peine à 36,1 dBA. Le fait de passer en 12 volts, donc au maximum, ici on a un sonomètre qui passe à 42,5, donc là ça s'entend, et lorsqu'on rajoute notre configuration de référence, qui est en burn, ce qu'on appelle nous, et vous l'avez au niveau du graphique, le plus 12 plus conf, donc configuration, ici on a un sonomètre qui monte à 44,9 dBA. Et côté insonorisation
de l'unité de stockage. Donc là, on coupe la ventilation, on passe sur une configuration totalement fanless. Il n'y a pas de ventilateur au niveau du ventirad, la carte graphique n'a pas de ventilation, et on a ici la ventilation principale du boîtier qui est totalement à l'arrêt. Et bien sûr, notre alimentation principale, elle, est fanless. Et ici, le fait de démarrer la configuration, on a juste le bruit du disque dur. Ici, on a un sonomètre à 45,6 dBA, donc ça s'entend à peine, et le fait de solliciter très fortement l'unité de stockage, on monte à 37,8 dBA, donc c'est tout à fait correct. On a un boîtier qui ne vient pas du tout amplifier les vibrations, très bon point. Moi, je vous donne rendez-vous au niveau du site, où là, bien sûr, on va détailler tous ces résultats en détail. Je vous donne rendez-vous au niveau de la chaîne très prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation. Si vous aimez, petit pouce en l'air, ça fait plaisir, partagez, et à très bientôt. Va-t'en, beau Chewbacca!